le dossier de la semaine. Il y en a qu'un cette semaine, mais c'est pas n'importe quel dossier. On va parler crypto. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas parlé crypto. Voilà. Et du coup, je me suis dit, ce serait l'occasion de faire un point sur les cryptos, puisque il y a eu quelques news sur les cryptos ces derniers jours, dont on n'avait pas forcément parlé dans les précédentes émissions. Et donc, c'est l'occasion de se remettre un petit peu à jour sur ce qui s'est passé dans le monde des cryptos dernièrement. Et on va commencer par les États-Unis, parce que aux États-Unis, alors c'est toujours la merde, oui, ça clairement. Mais on va commencer par les États-Unis parce que il y a eu un constat assez effroyable que les États-Unis ont fait ces derniers jours. Il y a 1 ou 2 semaines, il y a un rapport qui est sorti dont on peut voir un des résultats ici. Je vais essayer de vous mettre l'image en grand, mais je crois que mon navigateur veut pas. Alors attendez, on va essayer d'ouvrir l'image dans un nouvel onglet. Voilà, en grand comme ça, elle est pas trop mal. On va regarder ce que ça veut dire. C'est une étude qui est sortie, qui a été publiée récemment aux États-Unis et qui montre la consommation électrique de la plupart des appareils électroménagers des foyers américains. Les foyers américains ont tout un système d'éclairage chez eux, une ou plusieurs télévisions, des réfrigérateurs qui consomment beaucoup d'énergie quand même, hein. Vous avez beaucoup de frigo pour vos bières dégueulasses, les Américains, je sais pas pourquoi, mais bref. Voilà, des ordinateurs, des ventilateurs, des climatiseurs, des machines à laver, plein de trucs. Et donc, il y a des organismes aux États-Unis qui estiment la consommation de ces appareils dans les foyers américains et qui font des moyennes et qui font des statistiques et qui font tout ça. Et cette année, ils ont décidé, au milieu de ce tableau, de ressortir les données, mais en y mettant en plein milieu la consommation des crypto-monnaies aux États-Unis. Et c'était intéressant comme expérience puisque ça nous a permis de découvrir une chose relativement effroyable qui est que les crypto-monnaies aux États-Unis en 2022 ont consommé plus d'énergie que la totalité des ordinateurs du pays réunis. C'est quand même assez incroyable. Pour vous donner une idée, ça représente quelque chose comme un petit peu plus de 50 milliards de kilowattheures sur l'année 2022. Voilà, donc ce constat, il a pas mal fait parler de lui aux États-Unis. La crypto tourne pas sur les PC. Alors, moins maintenant. Oui, en vrai, oui, mais en vrai, je pense que quand il parle de la crypto, il parle notamment des ASIC qui servent à miner du Bitcoin et qui sont techniquement des PC, mais qui sont des machines qui ne sont dédiées qu'à ça. Et je pense que quand il parle d'ordinateurs aux États-Unis, il parle d'ordinateurs qui ont un usage domestique, c'est-à-dire des machines qui servent à se connecter à Internet, à jouer aux jeux vidéo, à lire ses mails, etc. Et qu'une machine qui serait branchée 24 heures sur 24 pour miner de l'Ether, par exemple, n'est pas considérée comme computer dans ce tableau. Je le considère comme ça, moi. Il rentre plutôt dans la colonne crypto, US crypto que tu vois en plein milieu. Du coup, en prenant le calcul de cette manière, on découvre que la crypto-monnaie a consommé plus d'énergie aux États-Unis que la totalité des ordinateurs réunis, quasiment autant que les téléviseurs. Alors c'est beaucoup moins impressionnant quand on le dit comme ça, parce qu'on n'imagine pas que les téléviseurs puissent consommer autant. Mais on se rappelle que c'est une étude qui concerne les États-Unis et que les États-Unis regardent beaucoup la télévision. Donc, ça reste une consommation électrique assez gigantesque. Et du coup, ça a pas mal fait réagir aux États-Unis en disant vous vous rendez compte que si on se débarrassait simplement des crypto-monnaies, on aurait une économie d'énergie à l'échelle du pays qui serait quand même substantielle. Et sur des très très grosses télés en plus, voilà. On aurait quand même une économie d'énergie dans le pays qui serait substantielle. Et donc du coup, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose à faire pour essayer de au moins réduire cette part de la consommation américaine qui concerne assez peu les foyers finalement. Le minage de crypto, même aux États-Unis, il se fait assez rarement dans le garage des gens, ça arrive, mais
C'est quand même assez rare, surtout depuis que, des cryptomonnaies comme l'Ether ne se minent plus avec des GPU, mais simplement sont passées sur un mode de création en proof of stake, qui n'utilise plus vraiment de puissance de calcul pour créer un nouveau bloc. Et bien, il y a de moins en moins de gens qui minent des cryptomonnaies chez eux. En général, c'est quelque chose qui se fait, dans des fermes, ce qu'on appelle littéralement des fermes de minage. Vous avez déjà vu des photos de GPU branchés à la chaîne, sur des racks. Vous en avez plusieurs centaines à la suite, chacun relié à des cartes mères elles-mêmes branchées à une ALIM, et tout ça est connecté à la blockchain et mine à l'infini. Si vous avez jamais vu à quoi ressemble un ASIC, c'est tout simplement une boîte avec un gros ventilateur sur le côté, et à l'intérieur, vous avez un CPU dont le but est de calculer des blocs cryptographiques toute la journée. Et donc voilà, c'est pas tellement des usages assez classiques, et il y a assez peu de gens, surtout depuis la fin du proof of work sur l'Ethereum, qui font ça chez eux. Donc c'est clairement quelque chose que le gouvernement américain, auquel le gouvernement américain s'est intéressé. On apprenait ces derniers jours que l'administration Biden, toujours elle, on en parlait tout à l'heure, compte proposer une taxe sur l'électricité spécifiquement sur l'électricité qui sert à miner des crypto-monnaies, dans le but évidemment de réduire cette part de la consommation, évidemment. Une taxe qui serait progressive, donc en gros, elle se veut pas vraiment punitive, on va dire, mais elle se veut progressive. Donc ce serait une taxe qui se monterait à 10% la première année, qui passerait à 20% la deuxième année, et qui monterait jusqu'à 30% à partir de la troisième année et pour les suivantes, histoire, à défaut de faire efficacement baisser la consommation des crypto-monnaies, au moins de récupérer une partie de l'argent que cette entreprise aura coûté, que le minage de crypto aura coûté, pour éventuellement le réinvestir ailleurs. Alors, ça, c'est un constat qui avait été fait. C'est pas la première fois que le gouvernement américain s'inquiète de la consommation énergétique des cryptos. C'est pas la première fois qu'on en parle. Le passage d'Ethereum au proof of stake avait déjà permis d'alléger quand même sensiblement la consommation mondiale des crypto-monnaies, puisque en n'ayant plus des milliers et des milliers de GPU à 400 watts le GPU, ou en tout cas à 300 watts le GPU, qui mine à plein pot pour créer du bloc sur la blockchain Ethereum, on a quand même pu faire baisser un petit peu la consommation générale des trucs, mais il en reste plein d'autres, des cryptos qui fonctionnent sur ce système-là. Bitcoin est la plus connue, la principale, la plus chère, la plus utilisée, et ça reste une crypto-monnaie qui est toujours sur un système en proof of work, où vous avez toujours des machines qui consomment comme des porcs et qui font du bloc toute la journée. Donc ça reste quand même quelque chose qui consomme énormément. Au bout d'un moment, l'excuse de ouais, ça consomme peut-être beaucoup, mais le système financier bancaire classique, lui aussi, il consomme beaucoup d'énergie. C'est certes vrai, mais premièrement, il est utilisé quand même de manière fiable dans le monde entier depuis des centaines d'années, au moins des dizaines d'années, ce système financier bancaire. On ne peut pas vraiment dire des cryptos. On va voir plus tard que les crypto-monnaies, c'est quand même pas forcément quelque chose d'aussi stable ni d'aussi fiable que le système bancaire, tout critiquable qu'il soit, qu'on a actuellement. Et ensuite, voilà, en l'absence de production de quelque chose qui a vraiment de la valeur sur tous les marchés, c'est quand même compliqué de justifier une telle débauche d'énergie pour une technologie pareille, qui ne nous a rien donné de plus parlant dans le monde de la technologie que les NFT. Au bout d'un moment, ouais. Je comprends pas comment on détecte l'usage de la crypto dans la consommation électrique. Alors, ce sont des estimations. C'est pour ça, est-ce que j'ai encore l'image ouverte? Oui. Ce sont des estimations, tout ça. C'est pas, ils ont pas un chiffre très précis de on sait au kilowatt près que la crypto a consommé tant. C'est une estimation par rapport aux données qu'on a déjà, puis après ils extrapolent. C'est pour ça que tu vois un écart type ici. Je sais pas si on appelle ça un écart type, je crois qu'on appelle ça un écart type, qui te donne en gros la variation la plus haute et la variation la plus basse. C'est-à-dire que là, on te donne ce chiffre qui est à peu près au milieu, de cet écart, en te disant que on a une marge d'erreur qui peut être de ça dans notre estimation, et que ça pourrait être bien plus bas ou bien plus haut. Mais ce sont des estimations qu'on nous donne. Mais voilà, ça se base quand même sur des données qui sont relativement fiables et qui sont vérifiées. Et ta question concernait la taxe, comment ils vont faire pour savoir qui en fait?
Eh ben, c'est la question un petit peu, ouais, j'allais y venir effectivement. C'est la question un petit peu, pour ce truc-là, c'est comment tu vas faire pour savoir que des gens utilisent leur énergie pour miner des cryptos ou pas. Je pense que, l'idée, au-delà du fait de taxer l'énergie qui aura servi à faire des cryptos, c'est aussi une manière d'encadrer légalement le minage de crypto-monnaies parce que admettons que tu fasses passer une taxe et admettons que tu fasses passer une taxe sur l'énergie des crypto-monnaies et que donc désormais tu doives déclarer au gouvernement qu'une partie de ton énergie sert à miner des cryptos et que donc bah, tu vas payer plus de taxes dessus, ça devient d'un seul coup frauduleux d'ouvrir une ferme de crypto-monnaies et de pas déclarer au gouvernement que tu mines des crypto-monnaies. Du coup, tu peux avoir des emmerdes avec les impôts pour à ce niveau-là. Je pense que c'est aussi une manière de légiférer sans passer de loi qui interdit le truc aussi. Heu Tu dois déclarer quand tu es sur des plateformes de crypto qui, eux, redéclarent au gouvernement. Ça peut être aussi une manière de faire, exactement. Ça peut être aussi une manière de faire en disant, bon, ben voilà, tu es sur une plateforme de crypto, tu mines. De toute manière, quand tu mines, la blockchain est au courant que tu mines, hein, parce que tu déclares tout ce que tu fais. C'est le principe, hein, tout est basé sur la transparence. Donc, tu mines tes cryptos. Il y a bien quelqu'un d'autre, quelque part, qui sait, une plateforme qui sait que tu mines tes cryptos. Et à moins d'avoir un système 100% décentralisé où tout le monde est complètement, en tout cas plus ou moins anonyme, et tu peux pas tellement remonter à quelqu'un, il y a bien quelqu'un qui va pouvoir déclarer ensuite au gouvernement américain que eh ben, lui, un tel, il a miné pour tant de crypto-monnaies, et après, derrière, j'imagine qu'ils estiment l'énergie que ça a coûté et qu'ils t'envoient une facture, ou en tout cas une taxe avec tes impôts. Donc il y a ça, et surtout, je pense que voilà, l'idée, c'est aussi de rendre illégal le fait de miner des crypto-monnaies par centaines dans une ferme en Alaska ou je ne sais où, et de pas le déclarer au gouvernement. On va en parler parce qu'on va voir que le concept de déclarer au gouvernement, il est assez central dans l'arsenal judiciaire que l'administration Biden essaie de passer autour des crypto-monnaies. On va voir qu'actuellement, Binance, qui sont la plus grosse plateforme de crypto aujourd'hui, ils sont un petit peu dans la sauce, justement pour cette histoire de déclaration aux États-Unis. C'est un sujet que j'ai gardé pour la suite, mais je pense que voilà, ils veulent baser leur arsenal judiciaire autour des cryptos sur ce côté. Bon ben, on va vous faire tomber vous parce que vous n'avez pas déclaré correctement la manière dont vous gérez vos cryptos, que vous aviez des comptes offshore ou que vous aviez miné et que vous nous l'avez pas dit. Le simple fait de mettre en place une taxe sur ça, ça va permettre de garder un œil justement sur qui fait quoi aussi. Est-ce que ça ne va pas inciter encore davantage les fiefés félons à placer encore davantage de trucs en mesure d'infecter un appareil connecté pour lui faire faire du minage pour avoir... Oui, c'est possible. Golgoth, en vrai, c'est possible. Mais bon, après, le problème, c'est que des malwares, de toute façon, il y en aura quoi qu'il arrive. Et effectivement, des malwares qui vont miner des cryptos sur ta machine, ça existe déjà. C'est pas sur le point de disparaître. Et voilà. Mais je pense que l'idée, en tout cas, c'est de compliquer ce genre de choses. C'est de compliquer sensiblement ce genre de choses. Mais de toute manière, si on en revient à ce que disait Kabufi et que bah, dans la mesure où ça va devenir obligatoire de comment de déclarer que tu mines des crypto-monnaies au gouvernement américain, et ben si un jour ta machine est infectée par un malware, mais que ce malware mine des crypto-monnaies pour le compte de quelqu'un aux États-Unis, eh ben peut-être que quelqu'un va le voir et se dire, dis donc, comment ça se fait que vous ayez miné des cryptos depuis l'Europe ou machin. Enfin voilà, c'est aussi une manière de contrôler aussi, je pense, pour le gouvernement américain. Donc pour l'instant, c'est pas en place, c'est quelque chose qui est en discussion à la Maison Blanche par l'administration Biden. C'est pas quelque chose de signé, de fait ou quoi que ce soit. C'est ce qu'on appelle un draft en fait. En France, on appellerait ça un projet de loi ou une proposition de loi. Aux États-Unis, ça en est encore au stade de draft. Cela étant, le draft indique que une fois en place, ce genre de taxe pourrait générer pas loin de 3,5 milliards de dollars de revenus par an, ce qui est énormissime. Alors je ne connais pas le prix du kilowattheure aux États-Unis, mais 3,5 milliards de dollars de revenus par an en taxant à 30% l'électricité, ça, c'est quand même assez énorme.
La loi va jouer en NBA. Toujours est-il que voilà, le gouvernement américain s'intéresse de plus en plus s'intéresse de plus en plus aux crypto-monnaies et aux dérives qu'il y a autour des crypto-monnaies, parce qu'on sait que un des problèmes régulièrement soulevés avec les cryptos, notamment le Bitcoin, c'est la consommation énergétique. C'est un gros sujet en ce moment parce que bon, mais vous voyez bien qu'on est en période de sécheresse, même s'il pleut en ce moment, c'est la première fois depuis plusieurs mois qu'on a autant de pluie et donc c'est quand même pas génialissime. Et donc la consommation électrique et l'éventuelle pollution qui en découle est un énorme sujet déjà autour des cryptos, mais il n'y a pas que ça. On parle souvent dans cette émission des arnaques qui peuvent tourner autour des crypto-monnaies, du fait que vous avez investi dans un projet en NFT et les 20 000 $ que vous aviez mis dedans se sont volatilisés du jour au lendemain, vous avez acheté des crypto-monnaies et le mec s'est barré avec la thune et il se trouve désormais dans un paradis fiscal sous les tropiques et vous le retrouverez jamais. Ce genre de choses arrive très régulièrement. On voit pas mal de boîtes faire faillite parce qu'en réalité elles n'avaient pas les liquidités qu'on pensait qu'elles avaient, ou en tout cas qu'elles promettaient avoir, et du coup le jour où suffisamment de personnes en même temps veulent retirer leurs actifs, la boîte s'effondre. On l'a vu pour FTX, et justement, puisqu'on parle d'FTX, reparlons d'FTX et du fameux Sam Bankman-Fried, SBF, comme on l'appelle désormais. SBF a fait parler de lui cette semaine. Rappelle un petit peu de qui est SBF, de pourquoi il est actuellement en procès aux États-Unis. SBF, c'était le patron de FTX. FTX, j'ai parlé tout à l'heure de Binance, qui est actuellement la plus grosse plateforme, le monopole en matière d'échange de crypto sur Internet. La deuxième plus grosse plateforme jusqu'en novembre dernier, c'était FTX, avec à sa tête Sam Bankman-Fried. FTX était le principal concurrent de Binance, était censé avoir des milliards de dollars d'actifs et de fonds surtout pour faire tourner son entreprise. C'est en tout cas ce qu'affirmait l'équipe de FTX publiquement. Sauf que fin octobre, début novembre, sort une info sur le site, je crois que c'était sur le site CoinDesk, qui parle d'actu autour des crypto-monnaies. Le site CoinDesk a eu accès à des documents internes à FTX indiquant que il semblerait que FTX n'ait pas réellement la trésorerie qu'il affirme avoir, et que ils n'auraient pas réellement assez de liquidités en stock pour faire tourner correctement leur entreprise. Évidemment, c'est installé un problème de confiance autour de FTX, puisque s'ils n'ont pas réellement la thune qu'ils prétendent avoir, qu'est-ce qui se passe le jour où vous voulez retirer votre argent et qui peuvent pas vous payer, vous allez vous retrouver le bec dans l'eau. Du coup, panique chez les gens qui avaient des jetons, en tout cas des actifs chez FTX, qui ont voulu tout retirer d'un coup en se disant bon, j'ai de l'argent chez FTX, mais peut-être que c'est plus safe si je le retire de chez FTX pour le mettre à la banque, hein, au pif. Voilà. Du coup, parce que au moins les banques elles ont des assurances, FTX s'est retrouvé en quelques jours à devoir payer des millions, voire des milliards de dollars aux gens qui voulaient retirer leurs actifs, revendre leurs jetons, récupérer les billes qu'ils avaient investis dans FTX, et il se trouve que les documents auxquels CoinDesk avait eu accès était correct en tout cas, et que FTX n'avait pas assez de liquidité pour payer tous ses créanciers, ce qui a conduit le 11 novembre dernier Sam Bankman-Fried, le patron, à déclarer invoquer le chapitre 11 aux États-Unis, qui a rapport à la faillite et à mettre son entreprise en faillite. Du coup, le truc, c'est que quand vous vous déclarez en faillite aux États-Unis, la SEC, qui est le régulateur du commerce aux États-Unis, met le nez dans vos comptes. Ça se passe aussi comme ça en France, d'ailleurs, quand vous êtes en liquidation judiciaire, le gouvernement met le nez dans vos comptes et essaie de trouver un moyen de rembourser vos créanciers en disant bon, voilà, il y a de l'argent là, on va vendre ça, on va débarrasser les meubles, etc. Et puis avec l'argent récupéré, on va payer les créanciers de ce que vous leur deviez.
Le problème, c'est que quand ils ont mis le nez dans les comptes de FTX, ils se sont rendus compte qu'il manquait plus de 10 milliards de dollars qui auraient dû être là, mais qui ont disparu. Ils se sont rendus compte que FTX était en lien très rapproché avec une autre entreprise de Sam Bankman-Fried qui s'appelait Alameda Research, qui était un fonds d'investissement. Ce fonds d'investissement, non seulement il était en lien étrangement proche avec FTX, mais en plus on s'est rendu compte qu'il y avait des transferts d'argent d'une boîte vers l'autre qui n'étaient pas forcément justifiés et que d'une certaine manière, Sam Bankman-Fried utilisait un petit peu Alameda Research comme le fonds d'investissement de FTX, mais sans le dire aux investisseurs. En gros, vous étiez investisseur pour FTX, vous mettiez votre argent comme si vous le posiez à la banque. FTX prenait votre thune, l'envoyait à Alameda Research, évidemment sans vous prévenir, plutôt que de le laisser sur la blockchain. Et là, votre argent, vous saviez pas ce qu'il devenait. Il se trouve que même la SEC, après avoir fouillé les comptes de FTX, ne sait pas non plus ce qu'est devenu cet argent qui a transité par Alameda Research. Il manquait, selon leurs estimations, entre 8 et 10 milliards de dollars, dont on n'a toujours pas revu la couleur, par ailleurs, depuis novembre dernier. Et donc, eh bien, dans la foulée, Sam Bankman-Fried a été mis devant la justice, accusé de fraude, accusé de détournement de fonds, accusé de, je crois, un total de 13 chefs d'accusation qui pèsent sur lui. Le gars risque quelque chose comme 200 ans de prison, ou 120 ou 200, enfin bref, plus d'une vie de prison s'il est condamné pour tous les chefs d'accusation. Donc oui, c'est magique comme nom, hein, voilà. Donc il est pas bien, voilà. Il est pas bien, c'est pas la fête en ce moment chez les Bankman-Fried, je peux vous le dire. Pop and Twinbee, merci pour le 2e mois d'abo, merci beaucoup pour le soutien. Pour l'instant, voilà, c'est ça. T'as droit à un découvert que 200 € étaient en sueur à chaque fois. Lui, bon, bah écoute, 8 milliards. Mais c'est quoi 8 milliards, franchement? Ouais, bon. Donc voilà, il est un peu en sueur, effectivement. Ça se passe pas super bien. Donc, il a été forcément arrêté, extradé vers les États-Unis, où il va être jugé. Je rappelle que son entreprise, comme lui-même, était domiciliée aux Bahamas, qui est un protectorat, qui n'est pas aux États-Unis, mais qui est une espèce de protectorat des États-Unis, qui commerce en dollars. C'est pratique comme paradis fiscal pour les Américains d'être dans un pays qui fait son commerce en dollars, parce que du coup, vous n'avez pas de problème de transactions, de conversion, de trucs comme ça. Donc, il y a pas mal de gens, quand ils veulent frauder les États-Unis, qui partent s'installer aux Bahamas. Bon, chez nous, ils vont à Malte ou dans des trucs comme ça, mais voyez un petit peu l'idée. Donc c'était très pratique pour lui, mais ça n'a pas suffi à le protéger de la justice américaine qui a fini par le rattraper au moment où il a déclaré son entreprise des Bahamas en faillite. Kenob, merci pour le 8e mois d'abo, merci beaucoup pour ton soutien. Salut à toi. Donc voilà. On en était là avec Sam Bankman-Fried, qui s'était pas vraiment trop exprimé publiquement. On savait qu'il avait payé sa caution, 250 millions de dollars quand même, la potion magique, 250 millions de dollars la caution quand même, qui a été payée par ses parents. Parce que, ben voilà, hein, il avait beau être milliardaire à 31 ans, à un moment donné, ça aide d'avoir des parents qui ont de la thune. Donc la caution a été payée par ses parents, donc il a été libéré, et depuis, il vit chez ses parents, le petit Sam. Voilà, et il prépare tranquillement sa défense dans le cadre du procès qu'il attend pour plein de choses hyper sympas comme du détournement de fonds, comme du blanchiment de fraude fiscale, comme voilà, tout ce genre de choses hyper sympas pour lesquelles vous n'avez pas envie d'être accusé chez vous. Et il prépare tranquillement sa défense et il vient d'en montrer les premières lignes cette semaine, puisqu'il a carrément demandé à la cour d'abandonner 10 des 13 accusations qui pèsent sur lui. Alors j'ai pas la liste exacte, je ne sais plus si l'article les donne, ces accusations exactement, dont il demande l'abandon, mais par contre je sais que ses avocats expliquent que pour eux, le processus a été bâclé, qu'il y a vice de procédure, que la justice a voulu aller trop vite et que du coup, certaines des accusations qui pèsent actuellement sur Sam Bankman-Fried n'ont pas été substantiées et devraient donc être abandonnées, puisque tout simplement, il n'y a pas lieu de l'attaquer pour ça. Il reste quand même 3 chefs d'accusation que la défense ne conteste pas. Cela étant,
Cela étant, Sam Bankman-Fried n'a plaidé coupable pour aucun des chefs d'accusation. Pour l'instant, il a plaidé non coupable à chaque fois. Donc sa défense va se baser sur le fait que voilà, on peut pas l'accuser de choses de certaines choses, donc il faut abandonner les accusations. Et ce pourquoi on l'accuse, de toute façon, il l'a pas fait, il n'est pas coupable. Lui se considère toujours blanc comme neige. Sa défense va, cela étant, être un petit peu compliquée parce que c'est pas la seule personne à devoir faire face à la justice dans cette affaire. Il y a d'autres personnes qui ont été arrêtées dans le cadre de l'affaire FTX, notamment Caroline Ellison, dont on avait déjà un petit peu parlé au début de l'affaire, qui était la patronne d'Alameda Research et, semble-t-il, également compagne de Sam Bankman-Fried. Histoire que le délit soit bien étalé partout et qu'il n'y ait aucun doute dans la connivence entre les deux entreprises. Caroline Ellison est elle aussi accusée de fraude, blanchiment de fraude, etc. Quasiment les mêmes chefs d'accusation qui pèsent sur SBF, sauf que elle a plaidé coupable pour tous les chefs d'accusation. D'autres personnes comme Gary Wang, un technicien de FTX qui a aussi été arrêté, lui aussi a plaidé coupable pour tous les chefs d'accusation. Et également, enfin, Nishad Singh, je pense que j'ai fracassé son nom, je suis désolé. C'est un ingénieur de FTX qui a lui aussi été arrêté et qui a lui aussi plaidé coupable pour tous les chefs d'accusation. Donc ça devient un petit peu tendu pour SBF de plaider non coupable, puisque pour l'instant on sait qu'il était à la tête de tout ce système. Et il essaie de faire croire au monde que toutes ces choses se passaient en dessous de lui, les détournements, les plusieurs dizaines de milliers de dollars qui disparaissaient, mais que lui n'était pas au courant, alors qu'on sait, avec les documents qui ont déjà été publiés, qu'il y avait notamment des backdoors dans les systèmes de FTX et d'Alameda Research, auxquels lui seul et Caroline Ellison avaient accès. Donc ça va être, je pense, assez tendu pour lui de plaider non coupable pour ses chefs d'accusation, tout comme ça va être assez difficile de plaider l'abandon des charges. Alors, ses avocats tentent le vice de procédure. J'ai envie de dire c'est de bonne guerre, pourquoi pas, on verra bien. Mais ça risque, je pense, d'être assez compliqué à faire tenir. Donc voilà, toujours est-il que Sam Bankman-Fried a déjà commencé à préparer sa défense et que il espère en tout cas faire au moins abandonner une partie des charges contre lui, ce qui serait déjà une petite victoire quand même, parce que même si on ne retenait que 3 des 13 charges contre lui, ce serait déjà pas mal, et s'il venait à être condamné pour seulement les 3 de ces 13 charges, il prendrait sensiblement moins cher que les plusieurs dizaines d'années, je crois que c'est 120 ans, qui risque de prison. Il aurait peut-être une peine qui serait un peu plus à échelle humaine et qui pourrait lui permettre d'espérer sortir avant l'âge de la retraite. On verra bien. Mais en tout cas, je pense que la stratégie, elle se trouve plus par là que d'essayer de rester libre. Je crois qu'il a abandonné l'idée de rester libre, à mon avis, mais on verra bien. Donc voilà, ça c'était pour Sam Bankman-Fried. C'est pas le seul qui soit dans la sauce en ce moment, figurez-vous. Alors on avait parlé du fait que d'autres personnes chez FTX avaient été arrêtées, chez FTX et Alameda Research avaient été arrêtées et qu'elles ont toutes plaidé coupables. 160 ans de prison, oui, c'est débile. En fait, ça vient d'une spécificité américaine, on n'a pas ça en France. On pourrait, on n'a pas ça en France. Ça vient d'une spécificité américaine qui est qu'aux États-Unis, quand tu es accusé de plusieurs choses en même temps, tu peux être condamné pour toutes et les peines sont cumulables. C'est pas possible en France, ça. En France, si tu es accusé de 3 trucs différents, tu vas être jugé pour les 3 et tu peux être déclaré coupable ou non coupable pour une ou toutes des 3, mais tu ne peux écoper que de la peine, tu ne peux exécuter que la peine la plus grave. Donc si tu prends 5 ans de prison, 10 ans de prison et 20 ans de prison, tu fais que les 20 ans de prison. Aux États-Unis, tu ferais 35 ans de prison. Il y a pas de, il y a un prix de gros, voilà, exactement. Tu prends un prix de gros. Ce qui est fou, c'est que vu les montants impliqués, ce mec est en réalité responsable d'avoir ruiné la vie de centaines de milliers de gens. Oui, ça c'est un truc. C'est que, et je crois que l'article en parle, c'est vrai que j'aurais pu le rajouter dans mon résumé, l'article en parle, là on ne parle que du procès
de la SEC. Là, c'est la SEC qui a assigné Sam Bankman-Fried en justice, donc le régulateur américain qui l'a assigné en justice et qui a balancé directement au juge ses 13 chefs d'accusation. Mais il est toujours pas à l'abri de tout un tas de procès au civil cette fois. Donc qui lui ferait pas forcément écoper d'années de prison. Si c'est du civil, il y aurait juste réparation, donc ce serait uniquement monétaire. Mais t'as raison sur un truc, c'est que il y a toujours tout un tas de procédures au civil qui l'attendent potentiellement, de gens dont il a pris l'argent et qu'il a ensuite balancé dans son tunnel noir via Alameda, et que l'argent a disparu quelque part aux Bahamas et on sait pas où il est. Effectivement, c'est possible. À voir, parce que là, par contre, ça dépend plus de la SEC, ça dépend plus du gouvernement américain, ça dépend des gens qui ont été floués par Sam Bankman-Fried et qui peuvent ou non décider de porter plainte contre lui. On ne sait pas où ça en est exactement, ça encore pour le moment. Il n'y a pas eu d'infos dernièrement sur ce sujet, mais effectivement, on n'est pas à l'abri qu'une class action massive lui tombe sur le coin de la gueule et qu'on lui réclame plusieurs milliards de dollars. Le problème étant que les plusieurs milliards de dollars actuellement, il les a pas vraiment. Et donc, ça dépend aussi quelle réparation tu peux espérer. Parce que visiblement, il y a des sommes assez monstrueuses qui ont été investies dans FTX et qui ont été perdues dans FTX. Donc, ça dépend aussi de comment ça va se passer à ce niveau-là. Mais effectivement, il est toujours pas à l'abri de procédures au civil. Ouais. Il sera jugé pour des crimes financiers. Comme si derrière l'argent, il n'y avait pas des vies. Bah oui, mais c'est difficile d'estimer les vies ruinées par un crime financier, alors que c'est facile d'estimer le montant du crime financier. C'est délicat d'estimer à quel point une vie a été ruinée par un crime financier. C'est indéniable en soi, mais c'est quand même délicat d'estimer comment tu punis quelqu'un pour avoir ruiné une vie sur un crime financier, quoi. Je sais pas si la justice est vraiment compétente. Enfin, peut-être, mais il y a débat, quoi, ouais. Cela étant, les gens dont la vie a été ruinée, il faut quand même que je parle correctement français, les gens dont la vie a été ruinée par SBF ont le choix de porter plainte contre lui et d'essayer de récupérer au moins une partie de l'argent que ça leur a coûté, tout ce bordel. Mais ouais. Enfin voilà, je disais que Sam Bankman-Fried n'est pas le seul... Tété ruiné, c'est un si bon chanteur, oui. Que veux-tu? Que veux-tu? Donc je disais, Sam Bankman-Fried n'est pas le seul crypto-bro dans la sauce en ce moment, puisque, figurez-vous que son grand rival, Changpeng Zhao, que vous voyez ici en photo, lui aussi, il est un petit peu dans la panade en ce moment. Alors pour l'instant, c'est assez léger, mais on a appris il y a quelques semaines que la SEC, toujours elle, et la CFTC, donc deux régulateurs du marché, donc la CFTC, je crois que c'est la Fair Trade, je sais plus exactement, mais bon, c'est un truc fédéral qui gère la concurrence, quand la SEC, elle gère je vais y arriver, la SEC, elle gère le commerce, et la CFTC, je crois que c'est la concurrence. Vous pouvez me corriger dans le chat, parce que j'ai pas vérifié les fiches Wikipédia avant de lancer le stream, mais il me semble que c'est ça. Toujours est-il que ces deux organismes se sont intéressés de très près à ce que faisait notamment Binance, le principal concurrent de FTX sur le marché, et qu'elles ont décidé de porter plainte contre Binance, tout simplement, parce qu'elles accusent l'entreprise d'avoir créé un montage financier qui permettrait à ses clients, notamment à ses clients américains, essentiellement d'ouvrir des comptes offshore sur lesquels ils pouvaient transférer des actifs qui, du coup, échapperait au fisc américain. Et ça, c'est parfaitement illégal aux États-Unis. Je vous rassure, c'est également parfaitement illégal en France, même si on n'a pas l'impression parfois. Mais voilà, c'est parfaitement illégal aux États-Unis, et du coup, la CFTC et la SEC ont décidé de déposer une plainte contre Binance, l'accusant de faciliter ce genre de montage financier auprès de ses clients américains. Alors, c'est assez délicat pour ces entreprises d'avoir des clients aux États-Unis, justement parce que les États-Unis considèrent les crypto-monnaies comme étant essentiellement des montages financiers qui permettent à leurs clients de se soustraire au fisc, ce qui est illégal. Et du coup,
la plupart des entreprises qui font des crypto-monnaies, généralement évitent d'avoir des clients américains pour se conformer à la loi américaine. Aux États-Unis, c'est possible hein, de faire du commerce avec les cryptos, mais c'est soumis à un certain nombre de règles. C'est notamment soumis à des taxes que vous devez payer sur chaque transaction. Pour vous, bah voilà, c'est des transactions financières, donc c'est taxé. Et du coup, le système normal de ces plateformes comme Binance, comme FTX, etc., n'est généralement pas accessible aux clients américains. Là, la SEC et la CFTC considèrent que Binance a permis à des clients américains d'avoir profité des montages financiers offerts par Binance. Alors évidemment, Changpeng Zhao, dans la foulée, il a nié ces accusations en disant qu'elles sont infondées, que non, c'est pas du tout ce que vous pensez, c'est pas ce que vous croyez les gars. Je vous jure, ce sont des accusations qui sont infondées et basées sur des données incomplètes. En tout cas, ça, c'est ce que dit le PDG de Binance. Toujours est-il que, pour l'instant, on n'a pas tellement vu de preuves concrètes que son business était clean et que si les choses se sont passées chez Binance à moitié comme elles se sont passées chez FTX, il y a un certain nombre de choses pas géniales qui devraient ressortir de cette affaire. Pour l'instant, la CFTC et la SEC ont déposé une plainte, donc ça va être à un juge de s'occuper du cas. Donc on va pouvoir suivre ça avec le temps. On va pouvoir voir un petit peu ce qu'il en ressort et ce qu'il se dit au cours de ce procès. Peut-être que Binance va être condamné, peut-être que pas. Toujours est-il que ça risque aussi de pousser le juge qui va devoir s'occuper de ça à forcer un petit peu Binance à ouvrir un peu ses comptes au public et à permettre aux régulateurs de jeter un œil dedans pour voir ce qui s'y passe, justement, pour voir qui sont ses clients, pour voir où passe l'argent, où il va, est-ce qu'il finit bien sur des comptes offshore qui appartiendraient à des clients américains, ce qui mettrait Binance dans la sauce. Et du coup, ça risque de dévoiler un certain nombre de choses que, j'imagine, Binance aimerait garder cachées. On rappelle quand même que la faillite de FTX en novembre dernier, elle est due aux infos que CoinDesk s'était procurées, mais elle est quand même au moins en partie due à la communication que Binance a eue autour du sujet. Revenons un petit peu sur ces faits. En novembre, l'info sort sur CoinDesk que FTX aurait un petit problème de liquidité. Et dans la foulée, Changpeng Zhao, que vous voyez en photo ici, fait un petit tweet tout bête sur Twitter pour dire « Tiens, c'est marrant, je sais pas si vous avez vu cet article sur CoinDesk, mais il semblerait que FTX ait des problèmes de liquidité. » Il a juste mis un lien vers l'article, et un peu plus tard, le compte de Binance tweet publiquement que Binance a pris la décision de liquider tous ses actifs chez FTX parce qu'ils font plus confiance à la plateforme. Quand je vous disais qu'il y avait une panique qui a démarré à ce moment-là chez les gens qui avaient des billes chez FTX et que tout le monde a voulu retirer, c'est en grande partie dû à ce simple tweet de Binance qui explique que, ils avaient quelque chose comme 2 milliards de dollars en actifs chez FTX et qu'ils ont tout liquidé d'un coup parce que ils avaient plus confiance dans la plateforme. Et ce qui s'est passé derrière, c'est qu'effectivement, les gens qui, eux, n'avaient pas de milliards, mais qui avaient quand même des grosses sommes investies chez FTX, ont décidé de retirer un petit peu leur bille du truc également. Ce qu'il faut savoir, c'est que si Binance et FTX étaient concurrents dans le domaine des crypto-monnaies, les patrons des deux boîtes se détestent viscéralement. Binance, donc Changpeng Zhao, le PDG de Binance, et Sam Bankman-Fried, le PDG de FTX, se détestent publiquement. C'est connu de tout le monde. Ils peuvent pas se trouver dans la même pièce. Ils s'aiment pas. Des gosses, littéralement des gamins. Mais voilà, ils s'aiment pas. Donc, quand Binance, au moment de la faillite de FTX, a annoncé qu'ils allaient racheter FTX pour les sortir un petit peu de la merde et remettre leur compte à flot, forcément, tout le monde s'est regardé un petit peu du coin de l'œil en disant c'est un peu chelou comme affaire. Binance qui explique la semaine dernière qu'ils ont liquidé tous leurs actifs chez FTX parce qu'ils leur faisaient plus confiance et qui aujourd'hui annoncent qu'ils veulent les racheter alors qu'ils viennent de faire faillite pour essayer de remettre leur compte à flot. C'était un peu étrange et c'est devenu
encore plus étrange le lendemain, je crois, quand Binance a annoncé que finalement, ils n'allaient pas racheter FTX parce qu'ils ont mis le nez dans les comptes de la boîte et qu'ils ont décidé que c'était pas une bonne idée de les racheter. Et effectivement, quand la SEC a mis le nez dans les comptes de la boîte dans le cadre de l'article 11 du chapitre 11 américain, qui régit la faillite aux États-Unis, elle s'est rendue compte qu'effectivement les comptes n'étaient pas clean du tout et qu'il manquait plusieurs milliards de dollars. On imagine bien que Binance n'avait pas envie de combler ce trou de plusieurs milliards de dollars et de devoir le justifier derrière. Donc ils ont un peu lâché l'affaire et c'est la SEC qui a récupéré le bébé et qui du coup a assigné Sam Bankman-Fried en justice. Donc il y a une rivalité depuis longtemps entre Binance, entre Changpeng Zhao en tout cas, et SBF. Ils se détestent publiquement et donc on ne sait pas. Pour l'instant, là, je vais entrer en mode complotiste. Hein. Mettez vos chapeaux en aluminium, entrez dans votre cage de Faraday, enfilez votre bracelet anti-ondes. Je vais entrer vraiment dans mon mode complotiste, mais on ne sait pas, pour l'instant, ce que Sam Bankman-Fried a raconté à la justice américaine. On sait qu'il a eu des discussions avec des juges, ce n'est pas public. Non, la Terre est pas plate, je vous rassure, on n'en est pas encore là. On ne sait pas ce que Sam Bankman-Fried a raconté à la justice américaine. Ce qu'on sait, par contre, c'est qu'il déteste Changpeng Zhao. Et ce qu'on sait également, c'est que Changpeng Zhao et sa boîte Binance sont en grande partie responsables de la faillite de FTX et du fait qu'il soit aujourd'hui devant les tribunaux. Donc peut-être qu'il aurait voulu, à un moment donné, essayer de mettre les enquêteurs sur la piste de leurs concurrents. Voilà, peut-être qu'il aurait essayé de dire aux enquêteurs que oui, bon, j'ai fait de la merde, mais vous savez qui d'autre a fait de la merde ? Binance, voilà, moi j'avais des problèmes de liquidité, vous pouvez pas imaginer à quel point Binance a aussi des problèmes de liquidité, par exemple. Là, je suppose, c'est juste que je tomberais pas de ma chaise si j'apprenais qu'effectivement SBF a collaboré avec les autorités américaines pour, d'une part, alléger sa peine et d'autre part, faire tomber avec lui son grand copain de toujours, Changpeng Zhao, qui l'a foutu dans la merde. Donc on se croirait dans Suits ou Billions. Ben ouais, hein, ouais. Voilà, ce serait pas exactement la première fois qu'on est devant un pur cas de c'est pas moi, c'est lui, ou c'est moi, mais vous allez voir que c'est aussi lui. Toujours est-il que, comme de par hasard, au moment où Sam Bankman-Fried paye sa caution et se retrouve libre après avoir longuement discuté avec les enquêteurs, la SEC et la CFTC portent plainte contre Binance en accusant l'entreprise d'avoir permis à des Américains, des citoyens américains, de s'ouvrir un compte offshore grâce aux crypto-monnaies. C'est quand même, le timing est quand même assez rigolo. C'est tout ce que je tiens à dire. Vous pouvez retirer le chapeau en aluminium, vous pouvez désactiver la cage de Faraday, vous pouvez retirer le bracelet anti-ondes. On a fini de spéculer. Mais voilà. Masque de mort, un dragon ne meurt jamais seul. Voilà. Tu gardes toujours ton chapeau, c'est plus sûr, on sait jamais. On sait jamais. Il est saillant ce bracelet, mais il sert à rien. Donc si tu le gardes et que c'est que pour le look, ok. Mais sinon, sache qu'il sert à rien. Salut Lord Lofourbe. Donc voilà, du coup, Changpeng Zhao se retrouve également dans la sauce. Alors l'info que je vous montre là, elle date d'il y a déjà quelques semaines, elle date de fin mars. En tout cas, on apprenait ça fin mars. Pour l'instant, on n'a pas eu de nouveaux développements dans cette affaire. Mais voilà, ça commence aussi à transpirer chez Binance. Et ça commence aussi à serrer un peu des dents. Parce que là, pour le coup, je vais être très honnête avec vous, je ne serais pas surpris d'apprendre que Binance a fait un petit peu le même tour de magie que FTX en faisant disparaître quelques milliards à droite et quelques milliards à gauche, et que le jour où la SEC va pouvoir mettre réellement le nez dans les comptes de l'entreprise, ils vont trouver le même genre de trou de plusieurs milliards de dollars qu'ils ont trouvé chez FTX. Après, j'en sais rien, mais vous apprendrez pas que je fais pas forcément confiance, moi, à ce genre de plateforme, et que, bon, quand on a vu comment ça s'est passé avec FTX, qui, je le rappelle, était censé être la deuxième plus grosse plateforme d'échange de crypto au monde,
vraiment parmi les too big to fail, vous savez, ceux qui pourraient jamais se casser la gueule parce que quoi qu'il arrive, ils avaient quelque chose derrière pour se rattraper. Mais le problème, c'est que non, FTX, ils avaient pas ça et on commence de plus en plus à soupçonner que Binance, ils ont pas ça non plus. Et que le jour où les choses se passent mal, s'il se passe avec Binance ce qui s'est passé avec FTX, c'est-à-dire que imaginons qu'un article tombe laissant entendre que Binance, ils n'ont pas de liquidité et qu'il vaut mieux retirer toutes ses billes maintenant avant que la boîte coule et que chacun veut retirer ses actifs du jour au lendemain en réclamant plusieurs milliards de dollars d'un coup, on imagine que Binance va probablement pas avoir les reins pour tenir non plus. Donc à voir. Même si, pour l'instant, Changpeng Zhao affirme que si, vous inquiétez pas, c'était un peu la défense, hein, la ligne de défense qu'avait SBF au moment des révélations en disant mais non, mais vous inquiétez pas, FTX a des liquidités, on a de l'argent, on peut payer n'importe qui, on peut rembourser n'importe qui, alors qu'en réalité, ils pouvaient pas. Donc voilà. Ce qui est dingue, c'est que SBF passait son temps à affirmer haut et fort, oui, voilà, que FTX était super liquide, qu'il menaçait même de diffamation les gens qui disaient l'inverse, hein, et il se trouve qu'ils n'étaient pas liquides du tout, et qu'ils n'avaient pas un rond dans les caisses, parce que tout partait directement chez Alameda, et là-bas, l'argent disparaissait. Et donc, oui. Et là, on se rend compte que les 10 milliards perdus étaient en fait coincés dans le filtre du lave-linge. Ils sont tombés derrière le canapé. C'est pour ça qu'on les retrouvait pas. Ah putain, mais voilà. Non, mais c'est parce qu'ils ont glissé de ma poche et qu'ils étaient entre les coussins du canapé. Non, mais j'ai fouillé partout sauf là. Non, mais voilà les 10 milliards. C'est bon, les gars, j'ai trouvé. Cherchez plus. Mais donc voilà, oui, tout ça pour dire que c'est pas tout rose aujourd'hui dans le monde des crypto-monnaies. Hein. Ça respire pas forcément la joie de vivre, ça respire pas forcément non plus l'argent tout court. Hein. Mais en même temps, fallait pas dire oui, c'est vrai, on a piqué le pognon, il n'y a plus rien. il allait pas dire oui, c'est vrai, on a piqué le pognon, il n'y a plus rien. Non, j'imagine que publiquement, il allait pas dire ça, c'est sûr. Bon, il a tenté jusqu'au dernier moment. En plus, là, actuellement, il est en train de plaider non coupable. Hein. Donc, lui, il se considère toujours comme innocent, hein, SBF. Hein. Il continue de dire ah non, moi, j'ai rien fait. J'étais pas au courant. Mes employés peuvent voler 10 milliards de dollars à mon entreprise sans que je m'en rende compte. C'est un peu sa ligne de défense. Là, SBF, depuis le début, il est en train de nous expliquer qu'il est beaucoup trop con pour diriger une entreprise comme FTX et que, je vous jure, c'est ça, hein, il est trop con pour diriger une entreprise comme FTX et que pendant des années, ses employés ont volé l'équivalent de 10 milliards de dollars sous son nez sans qu'il s'en rende compte et que lui, il savait pas. Il savait juste pas. Voilà. Donc, oui, ça fait penser à la chanson de Shaggy, Wasn't Me, ouais, exactement. Exactement. From SBF to SDF. Mais ouais. S'il était dans un pays sans extradition avec les USA, il le dirait. Peut-être, peut-être pas. Ouais. Bankman-Fried, gros indice dans le patronyme en même temps. Bah oui, voilà. Exactement. Beaucoup de personnes sont trop connes pour être PDG ou chef de service. Écoute, en tout cas, c'est la défense de SBF. Hein. Lui, il explique très clairement que tout ça s'est passé sans qu'il en soit au courant. Donc, je sais pas vous, mais moi, si on me piquait 10 milliards de dollars, je m'en rendrais compte assez rapidement quand même. Si je me retrouvais à découvert de 10 milliards, ça se verrait. Sur mon compte, ça se verrait. Voilà. Je dis que ça. Ça se verrait. Chez Sam Bankman-Fried, ça se voit pas. Donc du coup, vous comprenez, il s'en est pas rendu compte. Hein. Voilà. Je t'ai piqué 10 milliards et t'as rien vu. Ah bon, bah écoutez, voilà. Un petit SMS de la banque, votre découvert, et de 10 milliards. Merci de le régler au plus vite. De Bernard Madoff version Wish. Ben c'est ça. Alors SBF, c'était absolument minable. Là, pour le coup, Changpeng Zhao, il a été un peu plus malin que SBF parce qu'il a fait tomber son concurrent. Je pense qu'il s'attendait pas à ce que son concurrent
Du coup, essayez de le backstab aussi, hein, parce que du coup, je suppose, moi je serais SBF, je vais vous le dire tout de suite. Vous pouvez remettre le chapeau en aluminium. Alors attendez, il faut que je fasse un disclaimer. Vous pouvez remettre le chapeau en aluminium, vous pouvez réactiver la cage de Faraday et vous pouvez remettre le bracelet anti-ondes. On va revenir complotiste 5 minutes. Moi je serais SBF, je balance tout ce que je sais aux autorités. Hein. Tu sais que tu pars en tôle pour 100 ans. Il dit, mais mon gars, je vais pas partir tout seul. Je vais balancer tout ce que je sais sur toi à la police. Mais moi, je deviens une poucave direct, 100 ans de tôle. Je deviens une poucave pour qui tu veux, quoi. Je dis tout, j'avoue tout. Mais je serais SDF, non. Moi, j'avoue absolument tout. Franchement, à sa place, il aurait tort de... Enfin, franchement, il aurait tort de pas le faire. Franchement, ça lui coûte plus rien à ce stade. Voilà, tu négocies ta peine contre des infos, t'essaies au moins d'obtenir une remise de peine, et mais par contre derrière tu mets la max, le mec il te fait partir en tôle, moi je balance hein, attendez, ah non non non, y a pas de copains qui tiennent, de toute façon ils sont pas copains, donc j'avoue le meurtre de JFK à ce stade. Non non mais en vrai, moi, à la place d'SBF, il faut y aller là. Enfin, le type a littéralement balancé tout pour que tu finisses en tôle. Fais pareil, frère, fais pareil. Avec un peu de chance, comme ça, Changpeng Zhao il finit en tôle aussi. On perd les 2 plus grosses plateformes de crypto au monde. Du coup, il y en a plein derrière qui vont s'effondrer. Alors, je souhaite pas que les gens perdent de l'argent parce qu'il y a des gens qui vont perdre de l'argent. Moi, je vous le dis au passage, si vous avez investi de l'argent dans une plateforme de crypto, c'est peut-être pas une mauvaise idée de le retirer maintenant et de le foutre à la banque. Parce que le jour où les plateformes de crypto vont se casser la gueule, au moins les banques elles seront toujours là. Mais voilà, je dis ça comme ça quoi. Ça y est, vous pouvez retirer le chapeau en aluminium, à la limite laissez-les parce qu'on sait pas quand est-ce qu'on va repartir. Et voilà, vous pouvez retirer le chapeau en aluminium, le bracelet anti-ion de la cage de Faraday, on revient dans le monde réel. Mais ouais. En vrai, ils vont perdre de l'argent à un moment ou à un autre. Mais c'est ça qui est triste. Parce que quand FTX s'est cassé la gueule, il y a plein de plus petites plateformes qui dépendaient de FTX parce qu'elles avaient des actifs là-bas, qui se sont cassées la gueule aussi parce qu'elles ont perdu leur thune. Et du coup, au-delà des gens qui avaient investi chez FTX et qui ont perdu de la thune, il y a des gens qui n'avaient pas investi chez FTX, mais dans une plus petite holding qui dépendait de FTX, et qui ont perdu de la thune aussi parce que l'autre boîte qui dépendait d'eux, elle s'est cassée la gueule aussi dans la foulée. Et il y a eu une espèce d'effet cascade derrière, hein, une espèce d'effet boule de neige qui fait que plein de petites boîtes se sont cassées la gueule dans la foulée et ont fait perdre de l'argent à leurs investisseurs. Et si le jour, et je le souhaite pas, mais le jour où Binance va se casser la gueule, si jamais le PDG va en tôle lui aussi, il va se passer la même chose, mais probablement en pire, parce qu'il y a encore plus de boîtes désormais qui dépendent de Binance. Binance a racheté plein de petites entreprises qui dépendaient de FTX pour leur éviter de couler, et du coup, si Binance se casse la gueule aussi, toutes ces petites boîtes-là qui ont été sauvées de la faillite de FTX par Binance, il n'y aura pas grand monde pour les sauver de la faillite de Binance si ça devait arriver. Donc ouais, moi j'ai juste à dire que si vous avez investi de la thune dans une plateforme de crypto ces derniers temps, envisagez quand même de le retirer pas trop tard, quoi, parce qu'on sait pas comment ça va se terminer cette histoire. Sachez juste que le PDG de Binance, il va faire face à la justice là bientôt, donc on sait pas comment ça va se terminer, mais tu rouvres pas de compte chez Binance, moi je le conseille pas. Je donne pas de conseils financiers. Je donne pas de conseils financiers. Je dis juste que moi je n'ouvrirai pas de compte chez Binance en tout cas. Hein. Mais bon. S'il balance, il y a les crypto ninjas qui vont l'assassiner. Le problème, c'est que vous plaisantez avec ça. Vous plaisantez avec ça, mais il y a déjà eu ce genre d'histoire. Hein. Le problème, c'est que les crypto-monnaies, vu que ça a la réputation d'être traçable mais anonyme, et que c'est largement utilisé sur ce qu'on appelle aujourd'hui le dark web, vous savez, les clones de Silk Road et compagnie, où vous pouvez acheter des cachetons en les payant en crypto-monnaie. Comme ça, ça passe pas par les banques et tout le monde est content. Il existe aussi des services de tueurs à gages quand même que vous pouvez payer en crypto. En réalité, le risque il est réel. Il est réel que Changpeng Zhao
essaye d'utiliser une partie de ses crypto-monnaies pour aller payer quelqu'un en lui disant écoute, tu vas péter les genoux de l'autre bouclé là-bas, là, pour qu'il dise rien. Ouais, non, sans déconner, c'est possible. Il y a déjà eu des histoires. T'as des gens à tuer, ça tombe bien. Alors là, je me déresponsabilise complètement. Je suis pas au courant, j'ai pas lu ce message, je ne sais pas, je ne sais rien. Là, je m'en fous, j'ai ma cage de Faraday, j'ai mon chapeau en aluminium, j'ai mon bracelet anti-ondes, je n'ai pas reçu ce message, j'ai pas internet. Voilà. Et du coup, la ressemblance avec l'agent 47 est trop frappante, ouais, c'est ça. Mais du coup, il y a déjà eu des histoires, en fait, de personnes qui ont été arrêtées parce qu'elles avaient contracté des tueurs à gages aux États-Unis en les payant en crypto-monnaie. C'est déjà arrivé, il y a un article, il y a pas longtemps, là, qui est sorti, hein, sur ça. C'est déjà arrivé, donc en vrai, le risque, il est réel pour SBF. S'il commence à balancer tout ce qu'il sait aux autorités sur Changpeng Zhao, il y a un risque non nul qu'un dégénéré décide d'aller contracter un tueur à gages avec des cryptos pour essayer de le faire buter, ouais, en vrai. C'est triste, mais ouais, c'est possible. C'est seulement dans les jeux vidéo, c'est pour de faux. Voilà, c'est dans GTA. C'est uniquement dans GTA. L'agent 69 aka Gotos est dispo. Mais il prend que les bitcoins coins. Le fondateur de Silk Road a été interviewé en podcast, il raconte des trucs complètement hallucinants. Oui, mais en fait, c'est incroyable ce que les gens se permettent de faire quand ils pensent que la justice leur tombera jamais dessus. Ouais, effectivement. C'est assez incroyable ce que les gens se permettent de faire dans ce genre de cas. Mais ça existe pour le coup, ouais, les services de tueurs à gages sur le dark web. En vrai, il y en a, ouais. Ouais, ça craint, hein. Les mecs payés par crypto pour tuer un boss d'une boîte de crypto et du coup ils seront pas payés. Oui, parce que on sait jamais comment ça va se passer, effectivement. Ouais. Ouais. Mais ouais, ça pour dire que le risque existe, mine de rien. C'est pas juste une blague, malheureusement. Mais donc voilà, toujours est-il que après la faillite de FTX, il existe une chance que Binance suive tôt ou tard le même chemin. Alors on n'en est pas encore là, bien sûr, pour l'instant. Il y a eu une enquête de la SEC et de la CFTC qui ont mené à une plainte envers Changpeng Zhao et envers Binance pour des soupçons de blanchiment de fraude fiscale, hein, c'est de ça qu'il s'agit. À voir à quoi ça va aboutir. Pour l'instant, la défense de Changpeng Zhao, elle est râle et pas crête, de dire non, mais c'est pas fondé. C'était littéralement la même défense que SBF au moment des documents là, sur FTX. Donc ça inspire pas franchement la confiance, hein, moi je vous le dis. Et donc, écoutez, on verra hein, ce que décide le juge dans cette affaire. Mais ça sent pas bon. Ça sent pas bon du tout pour Binance. Je vais le dire comme ça. Joe Binance. Ça va redécouvrir l'intérêt du cash à la fin, ça va redécouvrir l'intérêt des banques et de réguler un petit peu ce genre de choses. C'est bizarre, quand on régule pas, les gens font n'importe quoi. Je commence à me rappeler pourquoi on a décidé de réguler la finance, les banques. Alors c'est pas parfait bien sûr, il se passe toujours des dingueries, mais il y a des lois quand même, un minimum. Et quand on décide de les faire respecter, les choses se passent pas trop mal. Alors que quand il y en a pas du tout dans le monde des cryptos, c'est marrant, les gens font n'importe quoi. Tu leur imposes pas de faire quelque chose, ils le font pas. Mais oui, évidemment qu'ils le font pas. Leur défense est excellente, t'inquiète bro. Ouais. Franchement, ouais, quand ta défense c'est t'inquiète frère. Franchement, voilà. Aux USA, la régulation bancaire... Non, la régulation existe. En fait, le problème, c'est pas tellement un problème de régulation aux USA. C'est la volonté de la faire respecter. C'est pas pareil. Il y a une marge entre... Il y a une régulation, mais on l'applique pas assez, comme dans le cas du système bancaire américain, par exemple. Et il n'y a pas du tout de régulation, et c'est le Far West, comme dans le cas des cryptos. Dans le cas des cryptos, il n'y a pas de régulation, c'est le Far West, chacun fait ce qu'il veut, et il se trouve que du coup, chacun fait littéralement ce qu'il veut, et aux dépens des autres. Et donc, tu te retrouves avec des FTX qui te font disparaître 10 milliards de dollars comme ça, et tu les retrouves jamais, et voilà. Mais dans le cas de la finance classique, il y a de la régulation, il y a des lois, il y a machin, tout dépend de la volonté qu'on a
de les appliquer et de les faire respecter. Quand on les fait respecter, ça se passe pas si mal que ça. Il suffit juste de décider qu'on veut appliquer ces lois. On le fait pas assez par contre. Mais voilà. T'avais créé un compte chez eux par curiosité pour voir. Tu viens de recevoir un mail de leur part. Votre coupon de 5$ vous attend. Vérifiez votre compte pour l'utiliser. Un coupon de 5$. C'est généreux. Non, c'est généreux. Franchement, tu devrais le prendre, non, en 10 millions. Tu veux pas? Allez, 5$, tu peux acheter combien d'Ether avec 5$? Environ 0,001, non, je pense, quelque chose comme ça. Enfin voilà, c'était le petit point. Il n'est pas complet, bien sûr. Il s'est passé beaucoup plus de choses dans le monde des cryptos, mais je voulais revenir sur l'affaire FTX et Sam Bankman-Fried. Je voulais revenir sur le fait que Binance soit également dans la sauce. Beaucoup de gens se sont rabattus sur Binance après la faillite de FTX parce que c'était devenu le monopole, le plus gros, l'intouchable. Et il se trouve que Binance, a priori, est pas si intouchable que ça. Et donc, voilà, c'était aussi une manière de rappeler que il n'existe pas de too big to fail dans le monde des crypto-monnaies, tout comme il n'existe pas de too big to fail dans le monde de la finance. On a vu des banques se casser la gueule aux États-Unis dernièrement, notamment la banque des nerds, là, comment elle s'appelait, la banque des geeks, j'ai oublié dans la Silicon Valley, là, qui s'est cassé la gueule. Parce que voilà, quand tu gères mal ta banque, tu peux aussi couler, mais voilà. Problème d'une génération qui ne retient pas les erreurs du passé. SBV, oui, voilà. Silicon Valley Bank, donc SVB. C'était ça. Mais voilà, tout ça pour dire que les cryptos, je me méfierais, quoi. La seule fois où t'as investi en crypto, c'était en 2014, un mois avant la chute de... Oh oui, MT Gox. Oh putain, bien sûr t'avais investi chez eux. Bon, j'espère que t'as pas trop perdu d'argent. Mais du coup, maintenant tu sais, Edward Coded. Ouais. Du coup, maintenant tu sais. J'espère que ça t'a pas coûté trop cher. Mais à la limite, voilà, c'est ce que je dis en général aux gens. Si vous êtes vraiment curieux de voir comment ça marche, mettez une somme que vous pouvez perdre. C'est comme si vous jouiez au casino. C'est d'ailleurs même comme si vous jouiez en bourse en vrai. Mettez une somme que vous regretterez pas quand vous la perdrez. 10 balles, 20 balles, 50 balles, 100 balles. Mettez pas toutes vos économies. Si quelqu'un vous incite à mettre toutes vos économies, il se fout de votre gueule. Mettez une somme que vous pouvez vous permettre de perdre, que vous ne regretterez pas. Considérez que c'est un achat pour la curiosité. Vous reverrez probablement pas les sous. Et si jamais vous faites x10, vous serez content. Et si vous faites x0, c'est pas grave. Vous saviez déjà que vous alliez perdre l'argent. Mais voilà, c'est ça. C'est comme au casino, tu vas jamais avec ta carte bleue, tu prévois un budget à l'avance que tu regretteras pas quand tu l'auras perdu. Et quand tu l'auras perdu, au moins tu sauras que c'était pas... voilà. Ça va, c'est ça, on se vaccine après. Ben oui, voilà, c'est ça. Maintenant tu sais, et tu sais que comment ça marche, et tu sais que tu peux tout perdre du jour au lendemain. Mais malheureusement, il y a des gens qui en font l'expérience avec leurs économies d'une vie entière, et ça me fait toujours mal au cœur, quoi. Mais ouais. Salut Jérém. Mais bon, après, moi, je considère toujours que la meilleure pratique, ça reste de pas toucher à ces trucs-là. Rappelle qu'il y a déjà eu des cas avérés de blanchiment d'argent, et pas que de blanchiment de fraude fiscale, mais de blanchiment d'argent de la drogue, ou de blanchiment d'argent de trafic en tout genre via les crypto-monnaies, parce que c'est pratique. C'est pratique, les NFT sont un Eldorado pour ça. Je vais pas vous dire comment faire, mais enfin... Si vous avez un trafic de drogue quelconque, et que vous savez pas quoi faire de vos millions de dollars, parce que si vous les posez à la banque, vous allez allumer tous les voyants rouges. On parlait de régulation tout à l'heure. Si vous déposez vos millions de dollars de la drogue à la banque, vous allez allumer tous les voyants rouges devant le banquier qui va appeler la police. Vous dites, qu'est-ce que je vais faire de ces millions de dollars? Je peux quand même pas acheter 8 millions de dollars de burgers. Donc, vous pouvez les investir dans les NFT. Mais voilà. Pour un singe moche unique, ça vaut le coup, non? Ouais, voilà, ça vaut le coup quand même.